Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Reda. Salut mon copain. Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler, c'est marqué derrière moi, on va parler de la CAN et on va un peu s'arrêter sur les moments forts de ce premier tour. Et on en a eu, franchement, sur ce début de CAN. Ça fait 2 semaines que la Coupe d'Afrique des Nations a commencé. Et donc, on va s'arrêter voilà, sur les moments clés de ce premier tour. On a sélectionné une petite vingtaine de moments et pour nous, voilà, c'est les moments clés. Donc, on va les passer en revue. Et puis, à la fin de cette vidéo, on dira le moment clé qu'on retient véritablement de ce premier tour de CAN. Ça te va, mon copain? Yes, c'est bon pour moi. Alors, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je lance mon premier moment fort? Vas-y, je te laisse commencer. Alors, moi, je vais te dire, mon premier truc fort, donc, alors, ça peut être d'un joueur, on se l'est dit en off, mais ça peut être donc un joueur, une anecdote, un fait de match, une équipe, un entraîneur. Donc, c'est vraiment assez vaste. Et moi, le premier truc qui m'a enfin, pas le truc le plus marquant, mais un fait pour moi qui est important, c'est le milieu de terrain et voire même la prestation d'un Lamine Camara dans le milieu du Sénégal. Pour moi, c'est vraiment, je vais pas te dire la révélation parce que on le voit un petit peu du côté de Metz, mais je regarde pas tous les matchs de Metz toutes les semaines. Et c'est vrai que Lamine Camara dans ce milieu de terrain avec Pape Gueye et Papé Matar Sarr, waouh. Franchement, j'étais étonné de voir le niveau du milieu du Sénégal comme ça. Donc pour moi, Lamine Camara, c'est la révélation de ce premier tour de CAN 2023. Franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. Dis-toi, pour moi, sur le papier, le meilleur milieu d'Afrique, et je pense qu'on était tous d'accord là-dessus, c'était la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, depuis le début de la CAN, le meilleur milieu d'Afrique, c'est le Sénégal. Et Lamine Camara, pour moi, c'est l'élément fort de ce milieu-là. Ce mec-là, il est vraiment trop fort. Et c'est en partie grâce à lui que le Sénégal, il fait un premier tour sans faute. Ils sont à 3 victoires. Et franchement, ce milieu de terrain-là, pour les phases finales, ça va être très solide et ça va être dur de le déstabiliser. Je vais te dire, c'est surtout que quand tu regardes la liste des Sénégalais, quand on a commencé nos focus sur les favoris de la CAN, tu regardes, tu vois le milieu de terrain et tu penses pas forcément à Lamine Camara. Tu vois un Idrissa Gueye, comme je t'ai dit, tu peux voir aussi Sarr de Tottenham. Tu vois l'autre Gueye de l'OM qui revient, mais tu penses pas forcément à Lamine Camara. Et là, sur les 3 matchs, vraiment, il a crevé l'écran, en fait. J'ai pris ma claque. Donc vraiment, en premier lieu, ouais, j'avoue, le milieu du Sénégal, c'est vraiment costaud. Et voilà, j'ai envie de mettre en lumière un peu ce joueur qui, je pense, va pas rester très très longtemps du côté de Metz, hein. Ça, là, je pense qu'il va terminer la saison et fin de saison, je sais pas où ça va. Mais pour moi, ça part. Après, à voir s'il va continuer à confirmer sur la suite de la compète. Mais vraiment, ouais, Lamine Camara, pour moi, c'est la vraie révélation de ce début de CAN. Franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu valides? Bon. Allez, Ouais. toi, donne-moi un de ton côté. Moi, franchement, je vais commencer fort. Je suis désolé pour tous nos amis ivoiriens qui vont nous écouter, mais franchement, le 4-0 contre la Guinée équatoriale, il fait très, très mal et je pense pas qu'il soit passé inaperçu parce que là, c'était franchement, ce match-là, c'était vraiment l'humiliation. On l'a vu, le coach, je crois, il a été licencié après ce match-là ou celui d'après.
Non, c'est après celui-là. Ouais. Et ça tombe bien parce que moi j'en ai un qui va en fait dans le sens. Toi c'est peut-être le 4-0, mais moi en fait c'est ce qui a suivi derrière, mais le bordel sans nom sur la gestion Vraiment. d'entraîneur. Non, franchement, C'est- toutes les conséquences de ce match, j'avoue, c'est complètement hallucinant. Ouais, franchement, c'est là le 4-0. Qui aurait dit que la Guinée équatoriale, elle aurait marché comme ça sur son groupe? Personne. Et honnêtement, le 4-0 à domicile, il fait vraiment très mal. Et en plus, derrière, tu licencies ton coach. Et même toute l'histoire autour de Hervé Renard, etc. Ça, c'est vraiment le... Franchement, on est Ça, c'est obligé de comme... s'arrêter 2 secondes dessus. On est obligé de s'arrêter 2 secondes dessus. Ça, alors, on a entendu depuis hier, donc tout un tas de choses. Et ça serait fou, ça serait une dinguerie. Il y a qu'à la CAN qu'on pourrait voir ça. Mais c'est vrai, il y a un côté où je valide. C'est-à-dire que, mais dans quelle vie ça peut être possible qu'un sélectionneur en place vienne terminer une compétition d'une sélection qui est déjà qui est encore qualifiée et qui reviendrait derrière, donc reprendre la sélection féminine. Non, mais j'avoue, c'est complètement. Mais est-ce que toi, sur le coup, juste pour avoir ton avis, toi, t'aurais dit oui? À la place d'Hervé Renard? À la place d'Hervé Renard et à la place des supporters ivoiriens. Vas-y, à la place de Renard déjà. T'es à sa place, tu fais quoi? À la place de Renard, je suis partagé parce que d'un côté, le fait de répondre oui, niveau équipe de France féminine, ça c'est très mal vu parce que c'est pas un mercato. Après, du côté des supporters ivoiriens, la vérité, je pense l'honneur, c'est pas ce qui importe le plus et on l'a vu. De toute façon, c'est un de mes points que je vais parler plus tard. Mais honnêtement, pour eux, c'est tout double. Ils veulent Renard et honnêtement. Je les comprends d'un côté parce que se prendre 4-0 à la maison contre la Guinée équatoriale, niveau égo, tu prends un gros coup. Donc là, je les comprends qu'ils veulent Hervé Renard, mais là, ouais, c'est chaud. Déjà de licencier un coach sachant que ton équipe elle est qualifiée, je sais même pas si c'est déjà arrivé. Alors en plus de ça, faire venir Hervé Renard, là pour le coup, on est. Et en plus, comme tu l'as dit, on est obligé de préciser, c'est-à-dire que tout ça, ça vient après un 4-0 reçu à domicile contre la Guinée équatoriale. Donc, c'est complètement lunaire. Le match, voilà, le 4-0, il y a un côté, il est un peu boursouflé parce que les Ivoiriens, ils ont des occasions, il y a des buts qui sont refusés, mais clairement, on voit bien que quand ils arrivent pas à marquer, bah derrière, ça se liquéfie complètement et ça se termine à 4. Ça peut même finir à 5 ou 6-0 sur la fin, véritablement. Mais que comme tu as dit, c'est-à-dire que ça aussi, c'est une première. Une équipe qui vient de se prendre 4-0, qui est qualifiée derrière, dans une phase de groupe où tu as 3 matchs, enfin, normalement, ça n'existe jamais. Donc, toute cette histoire des Ivoiriens, forcément, j'avoue, c'est lunaire, c'est lunaire, c'est lunaire. Bon, moi j'en ai un qui va pas prolonger, mais qui est un petit peu dans le même état d'esprit. Pour moi, je suis obligé de m'arrêter sur Rigobert Song. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Je peux pas. Le génie. Ah non, mais c'est incroyable que ce gars-là, avec tout ce qu'on a pu dire sur la chaîne, en vrai, au Cameroun, qu'il soit encore là. Il est encore présent, il est limite renforcé parce que maintenant on a bien vu Onana, il est mis sur le banc, donc clairement il est renforcé. Et vraiment là, après le premier tour, mais dégueulasse, j'ai pas peur de le dire. Clairement. Ils sont en 1/8 de finale et là, on va le dire pour plein d'équipes, c'est un nouveau tournoi qui commence. Ouais, j'imagine. Mais même Rigobert Song, je pense que tous nos amis camerounais veulent qu'il saute. Et je pense que après la Coupe du Monde, il y avait déjà des doutes sur lui. Et là, franchement, honnêtement, la qualif in extremis qui prend, franchement, contre la Gambie à la dernière minute. Enfin, et en plus, derrière, en après-match, il te sort sa fameuse phrase quand t'es en danger, je sais pas quoi, la phrase quand tu sais que tu es en danger. Quand t'es en danger, c'est que tu sens que t'es en danger. Et en plus, il est mort de rire, en plus, quand il a sorti cette phrase, en plus. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, là, pour le coup, la qualif, elle est vraiment in extremis. Et là, j'ai vraiment hâte de voir, je sais plus contre qui il joue contre le Nigeria. Ouais, Nigeria.
Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le Cameroun contre le Nigeria. Moi aussi, parce que en fait, là sur ce premier tour, en fait, ils ont réussi à passer à mes yeux. Alors évidemment, il y avait quand même de la qualité un minimum sur le terrain, mais ils sont passés en fait à l'orgueil. Et ils sont passés aussi parce que, on le sait, sur le continent africain, ils inspirent à certains moments une peur, une crainte par leur palmarès, par tout ça. Et là, ils sont tombés sur des équipes qui, justement, on va dire, ce côté-là a marché. Moi, je te dis, sur la fin du match contre les Gambiens, en fait, ils l'ont perdu dans la tête. Parce que vraiment, sur le terrain, ils l'avaient la qualité. Ils ont paniqué, ils se sont dit, on va sortir le gros morceau, c'est le gros truc de notre histoire, et au final, il s'est pas passé. Sauf que là, contre le Nigeria, là, attention, là, les copains, là, vous allez pas tomber sur une équipe qui va se faire impressionner par ça, qui a un palmarès, qui a un vécu, qui a des bons joueurs, et que là aussi, encore une fois, pour moi, ça va les rattraper, c'est que face à la Gambie ou face à la Guinée au premier match, t'as des joueurs à certains postes qui peuvent être moyens. Là, par contre, du côté du Nigeria, si tu sanctionnes, si tu fais pas attention, devant, c'est des Osimhen, c'est des Lookman, des Chukwueze, et les mecs, ils vont te punir. Donc là, pour moi, le Cameroun, attention. Ils ont réussi à passer, bravo, mais je les attends vraiment. Je les attends vraiment sur la suite, là. Sur ce côté-là, je suis d'accord. Après, attention, les Nigériens aussi, ils n'ont pas fait une phase de poule exceptionnelle, non. Ils ont été décevants aussi. Et le Nigeria, de toute façon, en Afrique, on est habitué. Sur le papier, c'est très solide, mais sur le terrain, c'est une autre histoire. Et là, en plus, je crois, si je dis pas de bêtises, Aboubacar, il va revenir contre. Il est revenu à l'entraînement. Il est revenu à l'entraînement. Alors après, c'est toujours la même chose avec le Cameroun. Bon courage pour arriver à trouver la composition de départ avant le match, parce qu'entre les dingueries, on passe de la défense à 3, à 4, on repasse à 5, et puis après je mets Toko Ekambi, et puis je mets Magri, et puis non, puis bon, donc tout est possible. Mais t'as raison, faut le préciser, Aboubacar, il est revenu à l'entraînement. Donc j'avoue que si t'as un Aboubacar qui est sur le terrain, attention, ça peut te changer la face du Cameroun. Mais voilà, moi, truc important, voilà, le premier tour du Cameroun avec les retournements de situation et Rigobert Song qui termine, qui est encore là, qui est encore présent. Non, j'avoue, je suis obligé de le préciser. Désolé, amis camerounais, mais désolé, je suis obligé de le préciser. Allez, dis-nous, donne-nous un autre pour toi. Moi, je vais vous donner un moment qui m'a beaucoup fait rire. C'est en fait, c'est une action qui a provoqué beaucoup de conséquences dans cette CAN. C'est l'erreur de gardien du Ghana. Alors celle-là, franchement, sur le match, j'ai jamais autant rigolé de toute ma vie. Donc le mec, il te fait une sortie, je crois que c'est sur coup franc. Le mec, il y a coup de pied arrêté. Il y a coup de pied arrêté. La balle arrive à la sortie. Il y a coup de pied arrêté. Le ballon se dirige vers lui. Le mec, il peut la capter parce que le ballon, il arrive pas vite. Il la touche sans faire exprès. Et ensuite, ça débouche un corner et du coup, je crois que ça finit en match nul. Ben oui, en fait, ça débouche sur un corner. Le corner est tiré, tête de Renildo, ça finit. Le match, il était terminé sur Twitter. J'ai reçu plein de notifs. Telle équipe est qualifiée, telle équipe est qualifiée, telle équipe est qualifiée. Et franchement, pour une erreur de main comme ça, se faire éliminer, mais le pire, qualifier autant d'équipes en si peu de temps, franchement, c'est du jamais vu. Ah non, c'est incroyable parce qu'en plus, c'est vrai, t'as raison de le préciser, ce but-là, non seulement, il a éliminé les Ghanéens, mais en plus, le Mozambique a même pas pu réussir à se qualifier. Mais c'est que surtout, en fait, ce but-là, ça a ouvert la porte à plein de sélections pour être le meilleur troisième, parce que justement, avec ça, le Ghana passait quatrième, et les troisième et deuxième et quatrième de ce groupe-là finissaient avec 2 points. Donc, forcément, la Côte d'Ivoire, on en a parlé, qui était avec 3 points, un goal average dégueu, mais avec 3 points, elle arrivait à se qualifier. Donc, j'avoue que juste sur cette action, elle est magique. Je vais essayer de la rajouter sur la vidéo, mais pour ceux qui n'ont pas la ref, ou sinon elle sera en commentaire. Mais elle est incroyable. Non, mais j'avoue qu'elle est incroyable parce que vraiment, comme tu as dit, s'il la laisse sortir, il la laisse sortir, la balle n'est pas cadrée, ça sort. Le Ghana gagne le match. Et le Ghana gagne le match et le Ghana est qualifié. Donc ça, j'avoue que celle-là, elle était magnifique. Ok, moi j'en ai un autre. Allez, on va commencer comme ça. On a parlé du Ghana vite fait, mais autre équipe pour moi qui est catastrophique dans ce mondial, la Tunisie. Ah ouais, putain, la Tunisie, c'est catastrophique sur le terrain. Parce qu'on parle quand même d'une équipe qui était présente au dernier mondial, hein. Donc on sait très bien, les Tunisiens,
Ils ont peut-être pas la meilleure génération de leur histoire. Ils ont peut-être pas des top players à tous les postes, mais ça reste quand même normalement une sélection qui est difficile à manœuvrer. Ça, on l'a vu. Et mais qui joue un minimum. Là, en fait, le néant sur le plan. C'était vraiment le néant. Mais vraiment, on l'a vu sur les matchs qu'ils proposaient. Pourtant, ils n'avaient pas un groupe compliqué. Il y avait rien du tout. Et on connaît la Tunisie. Ça va tout le temps loin en CAN. Alors que c'est une équipe que personne n'attend. On s'attend à se dire, ah bah c'est bon, la Tunisie, c'est une équipe qui est moyenne. Ils vont faire un 8e ou un quart. Et finalement, ils sortent assez tard dans la compétition, mais là, ils étaient sur quatre participations, quatre quarts de finale consécutifs aux 4 dernières CAN. Donc ça te montre que normalement, tu vois, ça reste une équipe qui sur le papier, est chiante à jouer, comme on le dit. Mais là, en fait, alors j'ai entendu 2-3 supporters tunisiens depuis l'élimination et qui expliquaient qu'en fait aussi, alors voilà, il y a peut-être un problème de génération, tout ça, mais l'entraîneur et la vision, waouh, c'était chaud là quand même. Franchement, c'était quasiment tous les matchs de la Tunisie, c'était d'un ennui, c'est grave. T'avais même pas envie de finir le match à chaque fois parce qu'ils proposaient rien sur le terrain. Le dernier match contre l'Afrique du Sud, ils doivent jouer, ils jouent leur, on va dire leur qualif, tu vois, ça doit être. Putain, mais alors sur la fin, il fait rentrer Nsekni, je sais plus comment on dit, qui est la star. Et à la limite, tu vois un petit peu de jeu, mais sinon, mais franchement, mais c'est des longs ballons, c'est tout ça. Et qu'encore une fois, je suis pas assez expert pour pouvoir dire oui, c'est peut-être le vrai niveau de la Tunisie, mais pour moi, le niveau tunisien, il est quand même supérieur à ce qu'on a vu là, en fait. Donc pour moi, c'est un vrai fiasco. C'est un fiasco, la Tunisie. Franchement, je suis d'accord avec toi. Et même pour continuer, je vais t'en sortir un autre qui est un petit peu en accord avec ça, même si cette équipe-là s'est qualifiée. Franchement, l'Égypte aussi, c'est décevant depuis le début de la CAN. Je suis d'accord. Et franchement, moi, en parlant de l'Égypte, moi, il y a une action qui, pour certains, a été litigieuse. Je crois que c'était sur le dernier match où il y a Moustapha Mohamed qui prend un ballon sur une offensive et la contrôle, en fait, de l'épaule ou du bras. Et je crois que c'est l'action qui amène le but. Je crois qu'amène le but. Le but du 2-1. Mais honnêtement, l'action elle est assez litigieuse. Et même les angles de caméra, quand j'ai vu qu'ils regardaient la VAR, ils étaient pas. Oui, ils étaient pas du tout sur le contrôle. T'as raison. Moi, je m'étais fait la même réflexion en direct, en mode Mohamed, est-ce qu'il la prend pas, est-ce qu'il la contrôle pas un peu? Après, il est en mouvement. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Il y a un mouvement d'épaule, un peu de bras qui pousse le ballon vers l'avant. Et après, tant mieux pour lui, pas vu, pas pris, mais bon. Mais ce qui est étonnant surtout avec l'Égypte, pour aller dans ton sens, ce qui est étonnant avec l'Égypte, c'est qu'on n'a pas du tout retrouvé, on va dire, l'équipe, on va dire solide qu'on a l'habitude de voir en fait. C'est ça, l'Égypte, on connaît leur équipe, leur solidité sur le terrain et à quel point ils sont chiants à jouer en CAN. Mais là, sur cette édition-là, je l'ai trouvé beaucoup moins dangereux. Et on l'a vu encore, Mohamed Salah qui s'est blessé et qui sera pas là, je pense, jusqu'à la fin de la compète. Bon, là, il est rentré à Liverpool pour faire une récupération express pour revenir en cas de qualif. Mais l'Égypte, franchement, c'est décevant. C'est ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, normalement. Alors après, c'est toujours la même chose, c'est que eux, quand tu regardes, que ce soit les premiers tours ou même les premiers matchs à élimination directe, t'es rarement impressionné, on va dire, par la qualité de jeu. Et c'est pas leur faire offense, mais c'est pas la principale qualité, on va dire, de l'Égypte, en tout cas depuis quelques années. Et c'est pas de se baser forcément sur une grosse qualité de jeu, mais sur un sacré état d'esprit, sur des gars qui on va dire, je dis toujours ça, mais jamais rien. Voilà, qui lâchent jamais rien et qui font parfaitement ce qu'ils savent faire et qui ne font pas ce qu'ils savent pas faire. Donc ça, ça tombe. Mais là, par contre, je te dis, j'ai vu défensivement, j'ai vu des largesses, j'ai vu des trucs contre le Mozambique. Ils se prennent des buts. Enfin, franchement, c'est défensivement, c'est catastrophique. Et même là, le dernier match contre le Cap-Vert qui était qualifié. Franchement, c'est pas normal, tu vois, de t'en sortir comme ça. Et comme tu l'as dit, hein, s'il n'y a pas le Ghana, le gardien ghanéen qui fait n'importe quoi, l'Égypte galère beaucoup plus et ils finissent pas deuxième du groupe. Donc non, j'avoue, l'Égypte aussi, c'est pareil, c'est hyper décevant. Après, peut-être que eux aussi ils peuvent se révéler sur les matchs à élimination directe.
Bah après, ouais, comme on a dit, à partir des matchs à élimination directe, c'est une autre compète et on connaît la qualité de l'Égypte de jamais rien lâcher, et malgré l'effectif qui est pas vraiment de qualité sur le terrain. Honnêtement, l'Égypte, sur un match, ils peuvent te créer la surprise et ça peut aller au bout, hein. Surtout qu'en plus, en huitième, il joue le Congo. Bon, après, le Congo, il y a du bon, mais il y a aussi des lacunes. Donc, pour moi, c'est quasi, sur ce que j'ai pu voir, c'est quasi du 50-50. Donc, Ouais. ils tombent pas ils tombent pas face à un gros morceau. Donc, ils peuvent monter un peu en puissance. Maintenant, clairement, s'ils veulent aller plus loin dans la compète, ouais, il va falloir hausser le niveau de jeu parce que là, sinon, je pense qu'il y a des sélections qui sont bien meilleures. Bah, surtout qu'ils sont du côté défavorable ou du tableau où il y a vraiment des grosses nations. Il y a le Sénégal, je crois, Ouais. la Guinée équatoriale. Ils ont vraiment un côté qui est pas facile. Et je reprends le tableau. Ouais, ils sont avec, il y a les deux Guinées, le Mali, le Burkina Faso et Sénégal Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça. Tu vas te taper des gros morceaux. Donc il va falloir forcément monter en régime parce que sinon, comme on a dit, avec ce qu'on a pu voir, je pense que bon après tu me diras le Mali, Burkina Faso, c'est pas, il n'y a pas non plus attention à Guinée équatoriale. Bah moi, tu sais quoi, Ouais, ça va être un de mes points. C'est pour moi une des révélations. C'est la Guinée équatoriale. On en a ah, parlé un peu avec la Côte d'Ivoire, tout ça. Mais franchement, moi, j'ai été impressionné. Non pas que ils aient affiché un niveau de jeu extraordinaire, mais par contre, le plan de jeu, il est rodé. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et franchement, là, le match en huitième de finale contre la Guinée, ça bah, va être un beau match. honnêtement, ça peut passer. Surtout que les Guinéens, il y a des problèmes de primes. Ça a l'air de sortir. Donc les Équato-Guinéens là, je pense que ils peuvent faire quelque chose, hein. Moi, j'ai été vraiment impressionné par eux. Pareil, franchement, tout le monde a vu la qualité qu'ils ont proposée sur le terrain, même si, voilà, sur le papier, ça reste une équipe, voilà, qu'on pense pas dangereuse, mais sur le terrain, que ce soit collectivement et même devant les buts, franchement, ça tente peu, mais c'est létal devant le but. C'est limite un tir, un but. Et qui aurait pensé que, voilà, la Guinée aurait fini premier de son groupe avec les gros mastodontes qu'ils avaient Ils étaient dedans. avec Nigeria, ils étaient avec Derrière Côte d'Ivoire, voilà, jamais de la vie, tu me dis qu'il passe pas, qui passe les phases de poule. Donc là, honnêtement, là, maintenant, là, ils vont tomber sur des gros aussi, ils sont du mauvais côté du tableau. Mais avec la confiance qu'ils vont finir premier de ce groupe-là, tu sors en ayant de la confiance, honnêtement, c'est l'équipe adverse qui devrait avoir peur de toi et pas l'inverse. Et c'est ce que j'allais te dire. Et là, pour le coup, attends, je reprends, mais je pense que c'est ça, ouais. Donc en quart de finale, s'ils arrivent à passer la Guinée, ils se retrouvent contre le vainqueur de Égypte-Congo. Et vraiment, sur ce qu'on peut voir, c'est pas complètement dingo de se dire que la Guinée équatoriale, elle peut sortir et la Guinée et ou l'Égypte et le Congo en quart de finale, hein. C'est pas interdit du tout. Et donc faire dernier carré pour la Guinée équatoriale, ça serait une sacrée perf, hein. Mais après, j'ai regardé aussi un peu sur leurs stats. Ils sont invaincus depuis juin 2022. Donc tu vois, c'est pas non plus juste un one shot. Tu vois bien que l'équipe, elle est en train de progresser. Aux dernières CAN, il y avait déjà ça. Alors après, c'est peut-être juste pour l'anecdote, mais ils ont le meilleur buteur de la compétition avec Ensue en plus. Vraiment, la Guinée équatoriale, ça va être chiant à jouer. Donc pour moi, j'avoue, vraie belle révélation de ce premier tour. Franchement, ouais. La vérité, moi-même, en deuxième révélation, parce que je l'avais noté, pour moi, il y a le Cap-Vert aussi qui. Ah oui. Le Cap-Vert, ah, oui. pareil. C'est très, 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 très bon. C'est très bon. Et franchement, avec la Guinée équatoriale, franchement, en tant que Marocain, c'est les deux équipes que je veux absolument éviter. Bon, manque de bol, si on se qualifie contre l'Afrique du Sud, on les joue peut-être en quart de finale, mais honnêtement, le Cap-Vert, ça fait peur. Ça fait peur. Maintenant, après, moi, je vais te dire un truc. En tant que, je sais que t'es supporter marocain, pour te rassurer, je me dis, attention, est-ce que ces équipes-là, qui ont fait un gros premier tour, est-ce que derrière, tu peux pas avoir, c'est à double tranchant? Ouais, est-ce que tu peux pas être rattrapé parce que bah voilà, face à des sélections qui sont plus costauds, c'est compliqué. Et est-ce que physiquement ça peut tenir? Est-ce que par exemple le coach a pu faire tourner? Est-ce que ça, j'ai pas réellement la truc. Maintenant, là où t'as raison sur le niveau de jeu,
Ah, franchement, le Cap-Vert, faut oublier que c'est le Cap-Vert et que c'est une île de 600 000 habitants. Vraiment, ça joue bien au ballon, hein. Vraiment. Bah ouais, mais après, comme tu as dit, il y a le problème de faire tourner l'effectif, etc. Mais l'autre avantage de sortir premier de ton groupe, c'est qu'après, derrière, tu gagnes la confiance. Et moi, perso, en tant que Marocain, on est vendu comme étant, voilà, ultra favori avec le Sénégal pour gagner cette CAN. Mais moi, honnêtement, je joue contre le Cap-Vert. Je pense que les Marocains devraient plus avoir peur du Cap-Vert que le Cap-Vert doit avoir peur du Maroc. Oui, parce qu'on les connaît, ces configurations de match-là. Pour le Cap-Vert, jouer le Maroc en quart de finale, c'est que du bonus, en fait. Eux, ils étaient limite partis dans l'état d'esprit de, on finira peut-être meilleur troisième dans un groupe où, on le rappelle, il y avait Égypte et Ghana. Donc, clairement, ils partaient pas favoris. Ils partaient pas favoris. Ils finissent premiers. Ils peuvent peut-être entrevoir un quart de finale avec un dernier carré au bout. Donc, eux, ils ont rien à perdre. Maintenant, on le sait très bien, le Maroc est beaucoup plus en pression depuis le début de la compétition. Ils sont attendus. Il y a un statut à confirmer de demi-finaliste du mondial. Donc, forcément, t'as raison. Le Maroc aurait plus à perdre que le Cap-Vert. Le Cap-Vert, ils se font sortir, c'est normal, en fait. C'est ça, ouais. Mais encore une fois, sur le niveau de jeu, t'as raison de pas les sous-estimer. Maintenant, je te dis, j'ai pas le paramètre, mais est-ce que ça peut véritablement tenir physiquement ce groupe-là? Je sais pas. Maintenant, sur la qualité de jeu intrinsèque, en tout cas, ouais, t'as raison. Je te rejoins aussi. Ça fait partie des belles surprises de ce premier tour de la CAN. Bon, moi, j'en ai un. Bon, on va pas se mentir, hein, on n'en a pas parlé depuis le début de cette vidéo. Je suis désolé, je vais fendre le cœur de ma femme qui est algérienne, mais là, je suis désolé, on va être obligé de faire un petit paragraphe sur l'Algérie et sur l'élimination catastrophique au premier tour. On est obligé de parler. Et la grosse déception de cette CAN, c'est la débâcle de l'Algérie sur cette phase de poule. On en a parlé en live. Mais ouais, franchement, c'est sortir de ce groupe avec la Mauritanie, le Burkina Faso et l'Angola. C'est dur. Franchement, ça passe pas. Et pour moi, évidemment, on pouvait se dire, juste après le match, que le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui prend le 4-0, c'est la plus grosse, mais au final, le Cameroun, on l'a dit tout à l'heure, ils ont réussi, la Côte d'Ivoire, pardon, a réussi à se qualifier. Mais là, l'Algérie, c'est que non seulement il y a ces défaites, non seulement il y a l'attitude, il y a eu les problèmes avec Mahrez et même après derrière, on est en train de s'en rendre compte avec Belmadi. C'est un sacré bordel. Et c'est surtout, par contre, une sacrée déception parce que même si peut-être ils avaient pas le niveau pour aller refaire comme 2019, voilà, sortir au premier tour de ce groupe-là, c'est un fiasco énorme. C'est un fiasco énorme. Bah ouais. Finir quatrième, franchement, c'est comme t'as dit, c'est un fiasco. Et même là, les années qui arrivent pour l'Algérie, elles ont l'air d'être compliquées. Franchement, ça va être dur. Là, il y a déjà il y a Belmadi qui a présenté sa démission. Il y a des rumeurs comme quoi il y a certains joueurs qui vont présenter leur démission aussi. On sait pas exactement qui, mais il y a souvent le nom de Mahrez qui ressort aussi. Franchement, j'espère pas pour les Algériens qui vont revivre la période post-Coupe du Monde 2014 où c'était vraiment compliqué jusqu'à 2019 de sortir la tête de l'eau. Mais honnêtement, va falloir j'en ai peur, hein. Moi, je vais te dire, j'ai peur d'une traversée du désert pendant quelques temps, sauf si, évidemment, tu arrives à trouver dans la foulée, on va dire un homme fort. Alors, pareil, encore une fois, c'est voilà, Renard, de toute façon, c'est clair et net, il y a une sélection qui est en galère en Afrique, et clairement, on pense à Hervé Renard. Mais est-ce que pareil, Hervé Renard, ça peut être très bien pour un one shot. Toi, tu l'as vu passer au Maroc. Mais est-ce qu'après, tu peux réellement construire quelque chose avec Hervé Renard? Je suis pas sûr. On le voit bien. Là, c'est pas péjoratif, mais il a plus une image de mercenaire plutôt que de bâtisseur. Et là, je pense qu'en Algérie, il n'y a pas besoin d'un mercenaire. Il y a besoin d'un bâtisseur. Il y a besoin de quelqu'un pour récupérer ça. Il y a eu du bon pour moi dans le travail de Belmadi. Tout n'est pas acheté. Mais par contre, là, il y a clairement à renouveler le discours, à avoir un homme fort. Et là, honnêtement, si très vite, il n'y a pas quelqu'un qui incarne ça, on va dire ce changement-là, oui, il y a un risque que des joueurs
se désintéressent plus ou moins de la sélection, prennent un petit peu leur distance, que ça devienne de plus en plus compliqué, on va dire, dans l'ambiance générale autour de l'Algérie. Donc oui, là, il faut vraiment qu'ils digèrent. Ça prend le temps, c'est un échec important quand même. Mais par contre, quand j'entends là même, pareil, je sais pas si c'est véritablement vrai, mais là, les rumeurs comme quoi Belmadi aurait dit non, aurait dit qu'il voulait l'intégralité de son salaire, de son contrat jusqu'en 2000. Si réellement on en est là-dedans, c'est compliqué. Vraiment, ça veut dire que je te dis, la sélection et la fédération est prise dans un truc qui va la dépasser, et c'est pas bon. Maintenant, voilà, j'ose espérer, on l'avait dit en live, Jamel, franchement, tu prends tes responsabilités, tu pars. Là, si t'en es encore à négocier ton indemnité de départ, bah, ça me dérange. Honnêtement, ça me dérange vu ton parcours et vu comment ça se termine, franchement, ça me dérange. C'est l'ego là qui parle, je pense. Mais après, on le sait. Je pense que ça a été le point noir de Belmadi après la victoire en 2019. C'était lui, il a un énorme ego. Certains joueurs, on l'a vraiment vu sur cette CAN-là, qui ont aussi un énorme ego. Et on sait que gérer des joueurs avec ce genre de caractère, quand on a plusieurs dans ton effectif, et que toi-même, t'as cet ego, voilà, qui est au-dessus de toi, c'est assez compliqué à gérer. Et on l'a vu que ça a plombé l'état d'esprit des Algériens. Et que depuis 2019, c'est pas anodin s'ils enchaînent les échecs. Ah bah oui, non mais là clairement on l'a dit. Je pense que voilà, c'est le moment de tourner une page. Maintenant, c'était le commentateur Smaïl Bouabdella, qui est évidemment un grand fan de la sélection algérienne, qui avait fait un post et qui j'avais trouvé très intelligent. En gros, c'est pas la fin du livre en fait, c'est juste un nouveau chapitre qui doit s'écrire. Après, oui, bien sûr, je pense que pour tous les supporters algériens, ils auraient aimé passer au moins ce premier tour et que ça s'arrête sur un match à élimination directe. Et je pense qu'on va tous être d'accord, pour l'intérêt de la compétition, ça aurait été un plus. Maintenant, la réalité, c'est le terrain, en fait. C'est là où tu gagnes, c'est là où tu gagnes tes qualifications. Et là, malheureusement, cette Algérie, elle l'a pas gagné. Maintenant, il y a matière, encore une fois, à rebâtir. Maintenant, voilà, faut prendre le temps, mais de l'autre côté, faut aussi se dire que il n'y a pas une marge énorme pour l'Algérie. Donc il faut pas non plus prendre trop de temps et entamer vite la succession et pas continuer à rester avec et Belmadi et comment il a fait et Mahrez et machin. Comme tu as dit, les joueurs, il faut qu'à un moment donné ils se positionnent et que réellement on sache vite vers quoi on se dirige, parce qu'encore une fois il y a de la qualité, mais je pense qu'il y a des joueurs qui sont au bout. Mahrez en premier. Bah oui, c'est ça. Surtout que tu as des échéances qui arrivent rapidement avec les qualifs pour la Coupe du Monde dans même pas 6 mois. Si tu n'arrives pas à rebâtir cet effectif-là, tu te diriges droit dans le mur et t'es reparti pour un autre fiasco et une non-qualification à la Coupe du Monde. C'est ça. Et je pense que c'est pas le truc. Donc voilà, pour les Algériens, c'est décevant pour eux. Maintenant, on pense que, encore une fois, ils peuvent se relever. Maintenant, voilà, c'était forcément un des moments marquants de ce premier tour de CAN. T'as d'autres trucs, toi? Ouais, moi, je suis obligé d'en parler en tant que Marocain, mais faut qu'on parle de ce qui s'est passé après le match entre le Maroc et la RDC, parce que là, ouais, c'était un peu le bordel. Bon, on va pas faire la police à dire qui a tort, qui a raison, etc. Mais ouais, c'est dommage. C'est juste déjà le match en lui-même. Comme on en a parlé, c'était compliqué de jouer ce match à 14h, il faisait chaud, etc. Il y avait beaucoup de pression. Mais ouais, ce qu'on a vu en fin de match, c'était vraiment pas beau à voir. Et même, j'en profite pour tricher un peu et mettre mon deuxième point. On va parler aussi de la sanction que Regragui a pris. Mais oui. Parce que honnêtement, on comprend pas. Encore une fois, je veux bien, voilà, que la CAF, elle a envie de taper du poing et montrer que voilà, c'est pas un incident qu'on veut voir sur ce genre de compétition, etc. On a vu que la CAN, c'était vraiment un tournoi qui était vraiment intéressant à regarder. Mais à force de vouloir taper du poing sur la table, honnêtement, je trouve que la sanction, elle est ridicule. De prendre 4 matchs fermes, 4 matchs de sursis, donc 2 fermes, et éviter peut-être
Regragui de coacher le Maroc en huitième de finale, il y a des questions à se poser. Il y a même des gens qui parlaient, voilà, on connaît Motsepe, le président de la CAN, de la CAF, sud-africain. Il sait qu'on va probablement jouer l'Afrique du Sud en huitième. Donc, est-ce que, voilà, est-ce que il y a pas ça aussi qui rentre en compte? Je sais pas. On peut même aussi parler du comité juridique qui est composé exclusivement de personnes. On a un mec qui vient du Congo qui est dans le comité juridique alors qu'on juge Mbemba. Le président du comité juridique, il est sud-africain. Au bout d'un moment, voilà. On sait Non, que surtout nous, qu'en plus, surtout qu'en plus sur les images qu'on voit, après, moi, voilà, j'étais pas il y a sur pas le terrain, grand-chose. mais pour moi, il y a pas grand-chose. Pour moi, ça part plus véritablement d'une incompréhension sur le terrain. Et de ce que j'ai compris, pour moi, là où ça vrille, c'est à la fameuse phrase que Regragui dit à Mbemba en lui disant, tu te la racontes. Et je pense que de l'autre côté, Mbemba a entendu t'es con. Et que à partir de ce moment-là, on voit bien Mbemba, il est choqué, on le voit bien, il s'arrête directement, mais sauf que entre les paroles que lui a dit et même si au pire il lui a dit arrête de faire le con, il y a pas moi, il y a pas, ça justifie pas une suspension aussi lourde et en plus disproportionnée parce que Mbemba dans cette histoire il prend rien. Il y a rien. Donc on voit bien qu'il a été aussi partie prenante dans cette embrouille. Maintenant, peut-être que ça n'a pas été lui qui était le premier, l'instigateur. Ok, mais sauf qu'il a une part de responsabilité aussi dans cette situation-là. Donc au final, 4 matchs, dont 2 fermes pour Regragui et Mbemba qui a rien. Oui, là c'est vrai qu'on a du mal à comprendre et plus globalement, je te rejoins. Oui, ce match-là, c'est quand même dommage parce qu'il y avait d'autres choses à retenir de ce match. Et au final, on a tous retenu la fin de match et surtout après les dérapages des deux côtés, que ce soit les Congolais ou les Marocains, partir en racisme, aller attaquer les comptes de réseaux sociaux des mecs. Et Dieu merci, on a eu des gars qui ont été intelligents, qui derrière ont fait redescendre la pression. Je pense à Saïs par exemple ou à Garde, qu'on fait redescendre le truc. Et oui, je te rejoins et je sais que tu le fais de manière impartiale. C'est pas parce que c'est le Maroc et tout ça, mais j'avoue que là, cette histoire-là, bon, j'ai un peu de mal à comprendre. Un peu de mal à comprendre pourquoi il y a eu autant d'emballements sur Regragui, alors qu'en plus, on nous donne rien en plus. Tu vois, on nous explique même pas pour les raisons véritables. Donc ouais, du mal. Ce qui est dommage aussi, ce que j'aurais bien aimé de la part de Mbemba, parce que même si voilà, c'est un joueur marseillais, moi je le suis, je sais que voilà, niveau état d'esprit, c'est un bon joueur. Et je trouve ce qui est dommage, c'est qu'en conf de presse, il laisse planer le doute. Oui, alors je suis d'accord. Il aurait pu éclaircir les choses. Et aussi du côté de la CAF, ce qui est vraiment dommage, c'est que dans ce genre de situation-là, pour montrer que tu es vraiment impartial, soit tu sanctionnes les deux, soit tu sanctionnes personne. Mais là, sanctionner Regragui de 2 matchs, bon, on a de la chance d'avoir un président. Merci les tontons de nous avoir sauvés. Au final, Regragui prend qu'un match de ferme, il sera là contre l'Afrique du Sud. Mais ouais, c'est con de se prendre une aussi grosse sanction, sachant que sur le plan financier, t'as Regragui qui va te payer une amende, t'as la fédération, t'as la Fédé qui va te payer une amende. Franchement, je trouve que c'est super lourd comme surtout que après voilà, je vais peut-être me faire des ennemis chez les supporters algériens qui regarderont cette vidéo, mais sur le banc, franchement, pour moi, Belmadi, il est plus, enfin, c'est un entraîneur qui est plus, qui pose plus problème qu'un Regragui. Maintenant, oui, évidemment, il y a cette fin de match qui a été ultra tendue. Maintenant, voilà, faut regarder aussi un minimum le passif. Et jusqu'à présent, Regragui, il a de problème avec, il a été clean, il y a eu aucun problème. Et on voit bien, même là où je te rejoins, Mbemba aurait dû, avec une ou deux phrases, il n'y avait pas besoin forcément, une ou deux phrases, faire taire la suspicion de racisme ou tout ça, parce que c'est ça aussi qui a fait déclencher le tout. Pendant quelques heures, on a pensé qu'en fait Regragui lui avait dit des mots, des mots à consonance raciste, alors que pareil de la même manière, on a du mal à imaginer un Regragui à la fin du match qui va aller lui dire quoi, qui va aller l'arrêter sur sa couleur de peau, ce genre de truc, enfin, devant les caméras, ça tient pas. Et encore une fois, Regragui nous a pas montré qu'il avait ce côté sanguin à partir de ce truc-là. Donc j'avoue, j'ai du mal à comprendre ça. Bon, attends, on va couper. Il reste juste notre dernier truc parce que là, moins d'1 minute. Donc, je relance et on fait juste le moment clé.
Là, ça marche. Ok, bon bah écoute, on a fait une bonne, on a bien passé en revue tous les moments marquants. Si je dois t'en demander un là maintenant, ça serait Moi, les lequel gars, le fait le plus marquant pour toi? Si je te dis premier tour Cannes 2023-2024, c'est quoi? C'est quoi le premier truc moi, qui te les vient? gars, c'est très simple. Moi, je vais parler du clutchman, le mec qui s'élance sur penalty, qui nous claque une barre rentrante sortie de nulle part et qui nous sort une célébration panthère digne des grands jours de Baféti Gomis. Les gars, je parle de Mabou Loulou. La révélation de cette CAN. Le mec, vraiment, il est trop fort. Il est trop fort. Ah, je suis d'accord. Franchement, c'est la découverte de ce premier tour. Je le connaissais pas du tout et je pense qu'on était beaucoup dans ce cas à pas le connaître. Mais là, franchement, j'avoue, c'est le coup de cœur. J'avoue, c'est le coup de cœur. La célébration, là, j'ai fini direct. Bon, si on va par là, le truc qui, moi, le choix du cœur que j'ai, bah, moi, c'est Fiston Mayele. Moi, je l'ai déjà dit pendant les d'autres lives. Mais franchement, son blaze, c'est juste magique. Alors, le joueur en soi, il y a mieux. Franchement, je vais pas vous mentir. Mais juste le Fiston Mayele qui reste, qui est sur le terrain. Ah, bah, toi, t'as Mabouloulou. Moi, j'ai Fiston Mayele. Voilà. J'ai On va voir si Et moi, je voulais juste insister un tout dernier point. On n'en a pas parlé réellement parce que voilà, on s'est arrêté sur les moments marquants. Mais pour moi, le truc le plus important de ce premier tour, bah, je vais te dire, c'est le niveau de jeu. Je trouve que le niveau de jeu, je vais peut-être pas être très original parce que je l'ai entendu beaucoup ces derniers jours, mais je trouve que le niveau de jeu est sacrément relevé. Je trouve qu'on a des matchs qui sont à plein de moments vraiment de bonne qualité. Et vraiment, je dis pas ça parce que on suit la CAN et tout. Vraiment, j'ai suivi des éditions de la CAN où les matchs étaient beaucoup plus chiants. Il y a eu que très peu de purges depuis le début depuis le début de la compétition. Très peu de 0-0. Et ça, franchement, bah, c'est valable pour toutes les sélections, même ceux qui sont passés à côté. Il y en a quasiment pas une seule qui a fermé le jeu, qui a pas eu envie de jouer. Donc franchement, en tant que spectateur extérieur, bah ouais, moi franchement, je prends énormément de plaisir à suivre la CAN et je trouve que le niveau de jeu est vraiment de qualité. Et même moi, je veux revenir sur un point aussi qu'on n'a même pas dit. Honnêtement, la CAN, elle est vraiment bien organisée. Honnêtement, c'est que ce soit en termes d'infrastructure, de terrain, parce que on les a connus les champs de maïs sur certaines éditions. Là, honnêtement, tous les terrains, ils sont vraiment de qualité. L'organisation, elle est vraiment bien. Et même, on l'a vu, le peuple ivoirien en lui-même, c'est un peuple qui vit le football. On l'a vu quand le 4-0, oui. Ils sont passés de la colère à la joie. Les mecs, ils étaient en train de tout casser quand ils ont su qu'ils étaient qualifiés, éliminés. Et après le match du Maroc, ils étaient vraiment en train de renaître. Et honnêtement, ça montre que voilà, t'as pas organisé une CAN dans un pays qui s'en fout un peu du foot. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui vit le football. Et honnêtement, l'organisation, il y a vraiment rien à dire. Et ça, c'est comme tu l'as dit, c'est pas tout le temps. C'est vraiment pas tout le temps que la CAN est nickel à ce niveau-là. Donc après, nous, on n'est pas sur place. Donc oui, il y a peut-être sûrement des polémiques à droite, à gauche, comme il y en a dans toute compétition. Maintenant, dans l'ensemble de ce qui est renvoyé, moi, je me rappelle de la dernière au Cameroun. Bah, de toute façon, spontanément, il y a eu des morts pour certains matchs avec des entrées de spectateurs faites n'importe comment. Là, on n'est pas du tout là-dessus. T'as parlé de l'état des pelouses. T'as parlé, on va dire encore une fois, de l'organisation en elle-même, de l'arbitrage. Alors oui, ça peut toujours prêter à confusion. On peut avoir des matchs avec 12 minutes d'arrêt de jeu. Oui, d'accord. OK. Et après, c'est ce qui, je pense aussi, fait partie des charmes de la CAN. Il faut arrêter de vouloir un football qui va, on va dire, être aseptisé partout. C'est-à-dire, le football européen, bah, va pas être le même que l'africain, que le sud-américain et que l'asiatique. Ça tombe sous le sens, mais il faut quand même le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi de l'autre côté qui essaient d'avoir, on va dire, la même approche de la CAN que celle de l'Euro. C'est complètement différent. Mais là où on est obligé d'insister, c'est qu'on a des matchs de qualité, une organisation qui tient la route.
Et globalement, même si on a eu des favoris qui sont passés un peu à côté, on a un plateau qui est encore très relevé là pour les huitièmes de finale. On a des belles affiches. Quand je vois ne serait-ce qu'un Maroc-Afrique du Sud, un Sénégal-Côte d'Ivoire ou un Nigeria-Cameroun, sans déconner, pour moi, c'est des vrais beaux huitièmes de finale avec de l'indécision et de la qualité. Et ça, pour le coup, bah ouais, je dis bravo pour l'instant à la Côte d'Ivoire 2024, parce que pour l'instant, c'est vraiment bien organisé. Je suis d'accord sur ça. Bon, eh ben écoute, je pense qu'on a été plutôt positif en fait sur ce premier tour de CAN. Ouais, franchement, après c'est légitime. Hein. Après, au vu de ce qu'on a vu, il y a pas grand-chose de négatif à dire et franchement, hâte de voir ce que ça va donner ces phases finales. Mais là, on rentre dans une nouvelle compète et on espère voir des beaux matchs dans la continuité du premier tour. Et allez, on va juste pour terminer notre débat. Allez, sur ce premier tour, l'équipe qui t'a fait la plus grosse impression. La plus grosse impression, bon, je vais pas faire le tricheur, je vais pas dire le Sénégal parce qu'on les annonçait déjà favoris, mais honnêtement, la Guinée équatoriale, ils sortent de nulle part et terminent premier de leur groupe. Je pense qu'on peut faire difficilement mieux. Et moi, tu sais quoi, je vais te faire une passe décisive, même si ça n'a pas été les plus impactants et ceux qui ont forcément eu les meilleurs résultats, tout ça. Je trouve que le Maroc, il y a quand même de la qualité et on va dire, après voilà, je veux pas leur porter le poids, je veux pas leur porter l'œil, mais ils ont quand même une gueule d'équipe qui va loin dans la compète. Voilà, je leur porte pas l'œil, je dis juste ils ont le profil de la sélection qui va loin dans la CAN. Voilà, je te mets pas plus de pression mon copain. Bon, et ben écoute, je te remercie Reda, merci d'avoir participé à ce petit débat. Nous on revient très vite pour un nouvel épisode. Comme vous avez pu suivre la CAN, on est complètement à bloc, donc dans les prochains jours on fera certains lives après les matchs importants et au fur et à mesure de la compétition, d'autres petits débats aussi autour de la CAN. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, c'est ce qui nous donne de la force, c'est ce qui nous donne envie de continuer. Et puis, vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut. Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où tu es en danger. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Je rappelle Léao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. C'est Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas, t'as pas Griezmann, et c'est pas si sur un sort. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guigui, il fait pas partie des légendes du football. À son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la pinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bouna Sarr, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir 20 ans de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.